Peut-être acquerrons-nous, dans une étude du jeu, les outils conceptuels nécessaires pour arriver à une compréhension originelle de la différence entre l'homme et le cosmos et de leur affinité. Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bon, deuxième dimanche de Bleu Cinéma dans ce mois de décembre, Bleu Cinéma. Cet avant, ce mois de l'avant de Bleu Cinéma, deuxième 49, épisode 49, suite au dernier épisode sur Jacques Henriot, notamment, Agamben. Un texte qui s'intitulait « Le jeu comme liberté ». Là, on continue sur ce qu'on avait laissé un peu avec Agamben, sur l'impuissance comme puissance, notamment. On va essayer d'aller un peu plus loin. Le même schéma qui était en place dans le premier vidéo, là, le même carré sémiotique va réapparaître cette semaine. Donc, on continue avec un texte aujourd'hui qui s'intitule « The Dude » ou « La création ». The Dude fait référence au film des frères Coen, de Big Lebowski. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu Big Lebowski, allez l'écouter. C'est un bon film. Il y a du bowling. Tout le monde sait que je suis un excellent joueur de quilles. Donc on va parler de quilles un peu cette semaine. Mais écoute, on va y aller de même. On va y aller gaiement, comme ça, sans plus tarder. Donc, The Dude ou la création. Je rappelle aussi que je rappelle de vous abonner à Bleu Cinéma puis d'aller consulter les liens Substack en bas pour si vous voulez lire le texte que je lis. Avec là, il y a les notes, que je passe un peu par-dessus les notes à certains endroits. Puis, si vous voulez revoir le texte, allez voir ça. Donc, on commence. The Dude ou la création. L'important, ce n'est pas de gagner, c'est d'avoir du plaisir. Souvent entendons-nous cette maxime à la suite d'une défaite crève-cœur pour se remonter le moral, ou alors lorsqu'un joueur ne fait pas assez preuve d'esprit sportif lors d'un match amical. Car que voulons-nous réellement dire quand nous posons ainsi la prééminence du plaisir sur la victoire? S'il n'est pas important de gagner, cela voudrait-il dire qu'il ne faille même plus faire d'efforts pour essayer de gagner? Nous nous permettons d'en douter, car jouer sans se forcer annule le principe du jeu. Jouer impose de jouer le jeu. Si le jeu n'est plus joué, il n'y a plus de jeu. Quand nous disons qu'il est plus important d'éprouver du plaisir que de gagner, c'est non pas pour miner l'objectif de tout jeu, c'est-à-dire gagner, mais bien pour se rappeler que le jeu doit rester agréable et plaisant. Le jeu n'est toujours qu'un jeu, et parce que le jeu n'a en principe pas de conséquences graves sur la vie, il n'est en effet jamais nécessaire de se mettre en colère. Le jeu, parce qu'étant non sérieux, ne devrait justement pas être trop pris au sérieux. Juste assez pour vouloir gagner, mais pas trop pour se fâcher. C'est ce que nous voulons dire quand nous répétons cette phrase aux enfants. Il se cache derrière cette phrase une charge éthique quant à la pratique sportive, certes, mais surtout, il y a un fond philosophique, une émancipation. Dans le texte précédent, en partant des idées de Jacques Henriot qui pense le jeu comme un espace parallèle, une zone ouverte et libre, j'ai montré en quoi le jeu est la contrepartie du camp et de la vie nue agambénienne. Le jeu est par conséquent un moyen pour s'émanciper du pouvoir souverain qui capture l'inopérativité de l'homme pour en faire une vie nue. En opérant de la sorte, c'est-à-dire en jouant, on rend inopératif le pouvoir et on reprend l'inopérativité inhérente à l'homme. On arrête de travailler et on joue. Or, la pensée d'Agamben continue de résonner dans cette deuxième réflexion quant au potentiel émancipateur du jeu. Dans le chapitre « Qu'est-ce que la création » du livre « Création et anarchie », l'œuvre d'art à l'âge de la religion capitaliste, il est question d'impuissance comme puissance, d'une impotentialité potentielle. Voici ce que nous dit Agamben. Tandis que pour les anciens, c'était le travail, le negotium, qui se trouvait défini négativement par rapport à la vie contemplative, l'osium,
Les modernes semblent incapables de concevoir la contemplation, le désœuvrement et la fête autrement que comme un repos ou une négation du travail. Or, dès lors que nous entreprenons au contraire de définir le désœuvrement en relation à la puissance et à l'acte de création, il va de soi que nous ne pouvons pas le penser comme oisivité ou inertie, mais comme une praxis ou une puissance d'un type spécial qui se maintient dans un rapport constitutif avec son propre désœuvrement. La religion capitaliste dans laquelle nous vivons met le travail au sommet de l'accomplissement individuel. Et tout ce qui s'en éloigne est considéré soit comme une perte de temps, comme on dit, le temps c'est de l'argent, soit comme un repos, comme un temps mort, ou soit comme une privation de sa volonté de s'accomplir comme humain, c'est-à-dire un péché. Un homme a bien le droit de se reposer, de jouer entre deux quarts de travail, mais Marx nous a bien appris que patrons et industriels ont toujours minutieusement calculé la quantité minimum de repos qu'un travailleur a besoin avant de retourner au travail. Le repos, le jeu, l'inopérativité est capturé dans le cycle capitaliste comme sa face négative. Note numéro 13. Une compagnie minière de la Côte-Nord du Québec financera la construction d'un terrain de golf, d'un aréna et d'un gymnase pour le temps libre de ses employés. Dans les cas les plus débiles, elle financera les écoles. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'une réelle inopérativité. Je rappelle, on parle du jeu par rapport au travail, quand il est capturé par le travail. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'une réelle inopérativité. Un homme à la salle de quilles le soir, après le travail, est toujours employé. Il ne fait que refaire sa force de travail avant de la revendre demain matin. Et même au-delà de la petite salle de quilles de banlieue, qu'en est-il des quilleurs professionnels qui travaillent en jouant? L'athlète professionnel est dans un rapport très étrange quant au jeu, car ce qui est a priori inopératif, le jeu, est pour lui une manière d'être au travail. Note 14. Le basketballeur serbe Nikola Jokic a poussé cette idée à un paroxysme alors qu'on lui a demandé comment il se sentait après avoir gagné les championnats de la NBA en 2023. Il a répondu dans un laconisme qu'on lui connaît bien. The job is done. There's a bunch of things that I like to do other than basket, and it's probably a normal thing, but nobody likes his job. Il n'y a pas meilleure figure que l'athlète professionnel pour montrer la capture de l'inopérativité de l'homme par le pouvoir. Le pouvoir a fait du jeu un travail. Au final, le pouvoir a toujours fonctionné de la sorte depuis le temps où l'on a exproprié au 15e siècle des fermiers européens qui exploitaient leurs terres gratuitement pour eux-mêmes, monnayant une mince partie aux seigneurs. Le jeu est un espace libre, a priori. Ce peut être un terrain de jeu, mais ce peut être aussi une terre sur laquelle on vit librement. Note numéro 16. La notion de jeu et d'habiter, de dwelling, sont intimement liés. Nous y reviendrons au dernier texte, à la dernière semaine, le 31 décembre. La réelle inopérativité, elle, se rencontre en dehors de la diexis 2 de notre carré sémiotique. A2 plus A bis 1. Donc, on parle de la rangée à droite. C'est-à-dire qu'elle se rencontre dans la diexis contraire. A1 plus A bis 2. Donc là, on est dans le couple à gauche. Là où la vie nue, l'inopérativité de l'homme, est reprise des mains du pouvoir souverain, qui en fait un homme sans droit, un homme qui n'a pas le droit d'avoir des droits. C'est en A bis 2 que le hors-la-loi, Vogelfrey, devient un théoros qui contemple librement. La contrepartie du camp, nous l'avons dit, c'est le jeu. En conséquence, le jeu peut seulement exister, être opératif inopérativement, quand le pouvoir capitaliste n'est plus en fonction. C'est le lieu de l'émancipation. C'est là où l'homme contemple et se fait théoros. Note numéro 17. Le mot théoros vient du grec théorein, bien voir, et théoria, contempler. Mots qui sont aussi à l'origine du mot théâtre. Par ailleurs, le théoros est un spectateur. On reviendra encore une fois dans les dernières semaines. Or, comment faire pour que le pouvoir ne soit plus en fonction? J'ai écrit plus haut, c'est-à-dire la semaine dernière, dans le texte de la semaine dernière,
L'homme, pour séparer le pouvoir et s'en émanciper, il lui suffit de le désacraliser en le profanant, autrement dit en jouant, en faisant comme si son pouvoir et sa règle n'existaient pas. Il ne suffit pas de faire la guerre au pouvoir de manière frontale, mais plutôt de faire comme si la guerre du pouvoir n'existait pas. C'est-à-dire qu'il suffit de jouer parce que, comme le dit Henriot, c'est la praxis du jeu qui fait le jeu. Praxis qui consiste à faire comme si. Jouer est un acte de liberté. Fink, dans son texte, le dit très clairement. Le ludique est une catégorie connue de l'activité inauthentique, non sérieuse, du faire comme si, sans engagement et sans obligation. Il ne s'agit pas ici de placer le jeu comme quelque chose de moindre en opposition au travail moderne comme le note Agamben, mais bien plutôt de placer le jeu comme source de puissance, et de ce fait, il va de soi que nous ne pouvons pas penser le jeu, l'osium, le désœuvrement, comme oisivité ou inertie, mais comme une praxis ou une puissance d'un type spécial. Le jeu, s'il n'est plus considéré comme la face négative du négocium, mais bien plutôt comme un acte en puissance de ne pas, de faire comme si, devient une émancipation positive. J'ai mentionné candidement la figure du joueur de quilles amateur, mais il y a là pour moi une figure sans doute riche en impotentiel, riche d'impuissance comme puissance, d'impotentialité potentielle. Jeffrey the Dude Lebowski incarne à notre sens cette idée parfaitement. À la manière d'un Bartleby qui préférerait ne pas, would prefer not to, The Dude ne fait que jouer aux quilles et déteste l'idée de devoir faire partie de la contingence du capital. Ses opposants sont tous des gens sérieux, en guillemets, bien nantis, qui agissent sur lui comme des agents de pouvoir et ils ont tous en commun d'être de vulgaires personnages carentiels, n'ayant absolument rien à donner au monde. Le Big Lebowski, un homme d'affaires supposément très riche, est en fait un imposteur qui orchestre un canular contre sa femme qu'il déteste. Sa fille est une artiste contemporaine complaisante qui se donne un faux accent anglais. Jackie Treehorn est un insipide pornographe qui dessine des pénis pendant des appels téléphoniques supposément importants. Et enfin, les nihilistes sont évidemment les chevaliers du rien du tout. Tous sont des agents qui représentent le pouvoir et qui tentent de lui voler son inopérativité inhérente. The Dude demeure dans une politique de désertion et d'abandon, d'impuissance comme puissance. Il est sans engagement et sans obligation. Jamais ne mentionne-t-il son occupation, son métier ou son emploi. The Dude ne fait que jouer, c'est son seul intérêt. Dans un étrange hédonisme, il actualise son inactivité. Il érige son impuissance en puissance. Le bowling, pour lui, est une praxis de la théoria. Chaque fois que ses agents de pouvoir tentent de le limiter ou de le restreindre, il refuse avec paresse. He would prefer not to. Il veut retourner à sa vie ludique. Dans le jeu comme symbole du monde, Fink tente tant bien que mal de redonner au jeu ses lettres de noblesse, bien qu'il se débatte constamment entre la vieille dualité sérieux, non sérieux. Ce qui donne parfois l'impression qu'il n'arrive pas à sortir le jeu de sa position négative par rapport à ce que serait la vraie vie, le négocium. Néanmoins, son étude arrive à décrire le jeu de manière parfois sublime. Pour Fink, le jeu est beau, heureux et enchanteur, mais surtout fondamental. Et c'est là qu'on trouve la pertinence existentielle du jeu. The Dude, à cet égard, actualise son inactivité en praxis politique. Il y a là une libération, une émancipation des étreintes de la vraie vie. Fink nous dit « La sérénité du jeu, le fait que notre humeur devient lumière, légèreté, qui nous fait presque planer. Nous pouvons dire de tout jeu qu'il est accomplissement de la vie sur le mode du plaisir et qu'il est une manière ailée de vivre sa vie. » Pour The Dude, dans la vie, parce que sa vie est un jeu, il n'est pas important de gagner, l'important c'est d'avoir du plaisir. The Dude joue-t-il donc non seulement aux quilles pour le plaisir, mais sa vie en entier consiste à jouer aux quilles. Et voilà. Donc, c'est ça, The Dude. The Dude. Le nom de Dude n'est pas innocent non plus. Son identité
J'ai mis en note numéro 21 ici. Son identité est celle de quelqu'un qui refuse l'identité. Il n'est qu'un simple gars. He's the dude. Il refuse à ce point l'identité. Il est la différence absolue, l'immanence pure. Il a vandalisé sa subjectivité. Shout out à Émilie Carrière, Vandalizing the Subject. Pour ces références-là, allez voir le Substack, là. Ça va être pas pire, ça va être mieux pour ça. Fait que voilà, pour cette semaine. La semaine prochaine, on tombe dans le baseball avec Georges Brecht et Billy Beane. On parlait d'art et de jeu, et un peu de création, de baseball, de poésie. Donc c'est ça, pour cette semaine, c'était ça. The Dude, tout ce qu'il fait, lui, c'est... il fait comme si la vie n'était pas importante. Tout ce qui compte, c'est le jouet du joueur éventuel. C'est... sa vie en entier consiste à jouer aux quilles. C'est bien mon rêve, ça. Donc, voilà pour cette semaine. On se retrouve semaine prochaine. 3e semaine de Bleu Cinéma. On s'en va voir Billy Beane. On s'en va au baseball. J'ai pas la bonne casquette, là. Ça faudrait une casquette des A's d'Oakland. Qui vont d'ailleurs déménager à Vegas. Quelle tragédie. Billy Beane, c'est un gars de baseball, mais c'est le film Moneyball. Pour ceux qui n'ont pas vu Moneyball, vous pouvez aller voir Moneyball pour la semaine prochaine. C'est vos devoirs. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine. Merci. Abonnez-vous. Bye!